Tech. Aujourd'hui, on va parler de Release It, on va parler d'open source, on va parler de commit. D'accord? Qui a déjà commité dans sa vie? Ok, du coup, vous êtes tous concernés, ça tombe bien. Non, Bastien. Ça Bastien. Et en tout premier, on va faire un espèce de énorme brainstorming sur c'est quoi une release. Allez, lancez-vous. Benoît. Quand tu réalises, il n'y a rien du tout, c'est vide. C'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche. Alors moi, je vais parler du processus de release. Ah, ok. Alors que tu réalises quelque chose, une bouse qui marche pas, ou quelque chose de génial, le processus, tu vois, il y a quoi dedans? C'est pour une release de app, ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites une release? Code. Hein? Un code. Non, c'est déjà fait ça. On choisit une branche. Ok, on teste. Le code marche, j'appelle ça des tests. Ça marche. Alors, il y a une branche. Alors, on choisit ce qu'on veut committer, donc c'est une branche ou un tag ou un commit. Ok, je vais noter la notion de commit tag. C'est avant de tester ça. D'abord tu choisis ce que tu veux release, et après tu testes. Oui, bien sûr, mais le code, on va dire que tu... Ok. Je Je sais comprends. pas si tu mets On check out le code. Check out le code à deployer. À release. On déploie à un moment. On choisit si on veut déployer pour iOS Je vais le mettre à la fin, parce que ça me semble la dernière étape. Bah on reteste après tout de même, mais oui. On se fait un petit package du code là. Un build? Un build. Build, ouais. Ça marche, ça va. Des variables d'environnement ACT. Non, je présumais qu'en fait c'est ton code, que tu as prévu ton application, qu'elle est prête à être release. Il manque On écrit. en fait, je vous ai déjà aidé parce que vous m'avez parlé de tag, mais On écrit ce qui a été release. on versionne. On bump. On versionne. Vous allez mettre une release, c'est là, j'ai écrit, c'est une nouvelle version. Ça serait utile aussi de faire un changelog. Je note. Il y a des Je gens sais pas si tout le monde en fait, mais Il y a des gens qui ont c'est une plutôt bonne pratique. Changelog. Est-ce que vous avez un peu de culture de où est-ce qu'on le met? À la racine. À la racine. À la racine. Il y a d'autres endroits aussi. Genre dans l'arbre des releases. Sur GitHub. L'app Center. C'est encore plus stylé. Dans les releases. Ah oui. Ok. Dans l'app. Ou dans la description sur le store. Ouais, sur le store. Enfin, c'est pas exactement le même. T'as raison. mais Après, c'est Tu le peux faire la liste post. des commits, mais Oui, c'est pas exactement la même. il faut quand même indiquer ce que tu as rajouté comme feature. Pause dépendant. C'est pas grave, vous avez tout dit de ma checklist mentale. Et maintenant, je me demande si je vous fais l'effet wow maintenant ou plus tard. Je fais l'effet wow maintenant. Oui. Maintenant, Allez. c'est l'objectif de TechDemo de faire des affaires en haut. Direct. Alors, Release It, c'est un utilitaire qui fait tout ça. Waouh. Il y a même une étape qui fait en plus, que vous n'avez pas dite. C'est là, quand je fais mon tag de version, je décide du nouveau numéro version. Ben, Release It, tu le fais aussi. Et je vais vous expliquer par quel processus, par quelle magie noire il fait ça. Là, on va avoir des releases des apps sur les stores. Ça marche pour tout. Moi, je vais faire la démo sur un package NPM. Donc là, à la place de vider l'app et de la déployer sur les stores, je vais le faire sur builder un package NPM et le déployer sur NPM. D'accord? Ok. Alors ici, j'ai un projet. Je suis sur la branche master. Ça marche là? Je peux le mettre en clair? Ah. C'est mieux là, non? Ouais. C'est Ça, incroyable. c'est l'effet démo de. Bien réussi. Alors, j'ai fait bien release. Il y a un test. Alors le build est fait avant parce qu'en fait quand
quand on va fonctionner aussi que le process de build marche. On m'a dit que d'ailleurs que j'utilise des trucs dépréciés. Nice to have. Yes. Test, ça marche. Génération de changelog. Est-ce que tu veux committer la release 1.2.3? Alors pourquoi il a choisi la 1.2.3? Je vous explique après. Moi je lui dis oui. Commit mon changelog. Est-ce que je veux taguer? Oui, tag. Est-ce que tu veux push? Oui, push. Est-ce que tu veux créer une release sur GitHub? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux publier sur NPM? Bah oui, c'est le Et but. là, erreur. Parce que j'ai une double authentification. Du coup, je vais rentrer mon mot de passe en une chose. 779 9 4 3. C'est sur NPM? Tu l'as fait avec Authenticator? Ah oui. C'est quoi ça? Donne 74 secondes pour faire tout ça. C'est pas mal. Tout c'est du temps. Non, tu dois quand même répondre à des questions. Faut répondre à des questions. Tu fais yes, pipe, truc. Il y a une commande qui répond yes à tous les trucs. Je vous montre les résultats dans les faits. L'output de ça, c'est dans NPM, donc mon package, là il est à 1.2.2. Et on refresh. Et là, Alors je refresh 1.2.3. t'es pas obligé de fier comme c'est cool. C'est pas de la Ici, triche. bon, on voit le dernier commit de dépend.bot. Si je réalise le dernier commit, ça va être de ma part. La release 1.2.3, c'est tagué. Dans les releases, j'ai mon changelog Stylé. Qui était généré tout seul. Comment et il a- il est aussi là. Comment il a fait le changelog de la génération? Comment il a fait? C'est-à-dire que J'ai là, fait tu un peux le ça. T'as pas vu? Ok, il m'a payé. Ouais, j'avais posé la question. Je vous explique juste après. Ce que je voulais dire, c'est que l'application de ce package ne se limite pas au module NPM. On peut l'utiliser sur nos projets. Je sais pas si avec le micro je peux parler de nos projets. Alors là, Bon, il est utilisé sur le projet sur lequel je travaille. Il est un peu toolkit. C'est-à-dire que nous, on a des on veut pas qu'il décide tout seul du numéro de version et on veut versionner par environnement. Donc en fait, nos versions sont post-fixées par staging, prod ou pré-prod. Donc on a la 5.8.2-staging, 5.8.3-prod. D'ailleurs, l'App Store et le Google Play Store supportent ce type de numéro de version. C'est standard SEM version. C'est un standard, du monde du développement. C'est souvent les tags que vous retrouvez sur les packages open source, semantic release. Ça veut dire qu'on respecte le standard de cette convention de release et de version. Ce standard il explique que le patch c'est pour des fixes, les mineurs c'est pour des features, les majeurs c'est pour des breaking change ou des changements majeurs. Ok. Maintenant je vous parle de comment il a réussi à faire le changelog et décider tout seul du numéro de version. Et là on s'éloigne un peu de Redis. J'ai plus de brosse. Est-ce que quelqu'un vous prend une brosse? Ok. Des gens ont rencontré un problème. Je suis hyper vague, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais dans le monde de l'open source, les gens ne collaborent pas comme nous on collabore tous ensemble autour d'une table. Donc en fait, nous quand on a une question sur un commit, on dit mais qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu écris move assign function? Je ne sais pas. Du coup, je viens te voir, je te pose la question et tu me réponds. Je comprends un peu mieux. Le commit est mal nommé en soi, il n'aurait pas pu me permettre moi seul de comprendre. Dans l'open source, les gens ils sont pas autour de la table, ils créent des issues, ils collaborent à distance. Afin d'être des bons citoyens du commit, beaucoup de packages utilisent Commitizon. Commitizon, c'est une normalisation de vos commits.
les repos open source sur lesquels vous travaillez et vous ouvrez des PR qui utilisent Committizen, ils s'attendent à ce que vous utilisiez cet outil. Comment ça fonctionne? Committizen, si j'ouvre mon README et voilà, je fais un changement, je vais ajouter mon changement, oui, ce changement est staged, et au lieu d'utiliser la ligne de commande classique git commit, j'utilise git committizen. Git cz. Pardon. Là, il propose une série de questions sur quel est ton changement. Est-ce que c'est. J'ai la tête devant. Est-ce que c'est. Est-ce que tu touches au style de code, à de la perf? Est-ce que tu as enlevé du code? Est-ce que tu as fixé un bug? Moi, je vais dire, j'ai touché la doc. C'est quoi le scope? Bah, j'ai touché que RIM. C'est un bon indicateur de si votre commit il fait trop de trucs. Si vous n'avez pas à le mettre dans une des cases, c'est que vous avez probablement fait deux choses en même temps. Si le scope, vous n'avez pas à dire c'est ce fichier ou c'est cette zone, vous êtes en train de dire all. Du coup, ça aide aussi à bien découper ces commits, parce qu'il y a le nommage et il y a aussi ce que tu mets dedans. Et là, fixe typo. Introduce typo. Je peux ajouter une description plus longue. En fait, ça c'est très rarement utilisé quand nous on collabore ensemble sur nos projets parce qu'on est côte à côte. Et cela dit, dans le monde de l'open source, quand vous voulez savoir mais qu'est-ce qu'il a voulu faire et qu'il y a 150 changements, c'est difficile à expliquer, on utilise ce champ. Je vais le laisser vide. Là, il m'a fait un commit normé. D'accord? Si je vais dans mon gitlog, et je vais le présenter autrement. Tu touches, non? J'ai 2 points, mémo, 2 points, Rémi, fixe typo. D'accord? 2 points, mémo, 2 points, là c'est un emoji associé au type de commit. Rémi c'est le scope, fixe typo c'est ce que j'ai changé. Committizen tout à l'heure, release it tout à l'heure, pour générer mon changelog, en fait il a scanné tous mes commits, et il sait que je respecte une certaine convention, donc il est capable de générer mon changelog, il est capable de mapper et réorganiser, trier tous mes commits en sections, par zone, mettre ce que j'ai changé et la référence du commit. Ça génère mon changelog tout seul. Comment il a décidé tout seul de la version appliquée? Et là il est malin aussi, il connaît les types. Et type, j'ai mis fit, j'ai mis fix. Dans la longueur code description que j'ai laissé vide là tout à l'heure, j'aurais pu mettre breaking change. Donc lui, il écoute tout ça. S'il voit rien de feature, rien de breaking change, il augmente la mineure. Le patch. S'il voit une feature, il augmente la mineure. S'il lit quelque part breaking change, ou major change je crois, il augmente la majeure. Ok? Ok. Et pour votre information, démo, tout ça, c'est aussi standardisé. Plein de standards. Hein. Ça s'appelle Gitmoji. Voilà. Donc les gens ont associé plein d'emojis à plein de types de commits. On a eu 3 tech demos en ligne. J'avoue. Ouais, j'ai voulu mettre en voix. Voilà, c'est terminé. Merci. Bravo. Fix something. Linux. Je tiens à dire, c'est Carlos Cuesta, c'est un développeur React Native. Il a un blog et tout ça, c'est cool là-dessus. Celui qui a fait le site Gitmoji. Développeur natif. Juste pour dire que le badge Semantic Release, c'est pas pour les repos qui suivent la convention Senver, c'est pour les repos qui sont automatiquement publiés avec Semantic Release. Ah bon? Qui du coup, je pense, est un concurrent de Release. Alors Release It utilise le package. D'accord. C'est une dépendance de Release. Bon. J'allais demander justement c'était quoi les différences. Ok. Parce que quand tu cliques sur le badge, il t'amène sur le standard. Ok, bah en fait dans la doc de Semantic Release, ils mettent exclusivement utiliser notre badge. Ok.
Alors Semver, c'est un package qui est utilisé dans différents langages. Il y a bien sûr le package en JavaScript. Du coup, j'imagine que ce badge, il est indépendant du langage. Je crois que Google l'utilise, d'ailleurs, pour le Play Store. Mais merci beaucoup, là. On va manger Bah, il y a une autre démo. Ah, une autre démo Non, pardon, Tico. Bah, il est là. Ah, Ouais. Moi, ça va aller très J'espère vite. que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Je vous présente un petit. Vous m'entendez? Je sais pas si ça va bien passer. Au hasard, Elixir. Alors, pas du tout, parce que là, ça va aller vraiment, vraiment très vite. Alors, comment je fais pour scanner? Comment tu veux? T'as un Chromecast Dojo. Ok, et je vais sur Chrome. Ouais. Et tu castes ton desktop. Ouais, je vais faire tous les onglets. On va me faire une tag d'amende à lunettes de vitesse. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Comment je code très vite. Mais Je vais monter ma série. Style, cette station de métro. Je sais pas ce que c'est. Cette là on travaille. Ok, j'ai une table ouverte, c'est trop bien. Je vais me mettre un peu sur le. Ok, moi j'ai envie de vous présenter un petit outil qui s'appelle TSDX. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Formic? Oui. Ouais, bon. En fait, Formic c'est une librairie pour faire des formulaires, et TSDX c'est pas du tout ça. Mais TSDX c'est les build tools de Formic qui ont été extraits dans un repo. Parce qu'en fait, Jared Palmer, qui est quelqu'un qui est assez connu, hein, il a fait plein de trucs, il a fait Formic, il a fait Backpack, enfin il a fait une cinquantaine de projets open source avec plus de 10 000 stars chacun. Et il s'est dit à un moment j'en ai marre de à chaque fois refaire le même truc, extraire un outil pour setup les build tools qui vont me compiler mes fichiers TypeScript, m'extraire mes DTS, etc. Et donc à un moment il s'est dit Formic c'est celui que j'ai le plus abouti, donc je vais extraire tout ça. Et du coup il a créé un outil qui s'appelle TSDX. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'ensemble on va générer un projet avec TSDX, je vais vous montrer un peu l'architecture que ça fait, quel fichier ça a fait et comment ça se passe. Et comme ça vous pourrez l'utiliser si vous faites de l'open source ou pour packager vos prochains projets. Donc le premier truc que je vais faire, c'est je vais l'installer en global, j'aurais pu passer par NPX aussi. Tu peux rester plus grand s'il te plaît? Ouais. C'est bon là ou pas? Ou plus grand encore? Là, c'est bien. Ah, c'est un peu trop grand. Tu peux être un peu plus grand. L'écriture est définie, je t'en place un après. Ok. Donc global add tsdx. Donc là il va me l'installer, c'est assez rapide. Il a directement le générateur runtime, etc. qui vont être pour installer en dépendance optionnelle pour que votre fichier généré CommonJS soit compatible avec les anciens navigateurs. Et donc, on attend un peu l'installation, pour ça je vais... Et donc ça fonctionne avec Rollup. Donc comme vous le voyez ici, il y a Rollup plugin TypeScript, JSLI, vous installez JS aussi. Rollup, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme Webpack, mais encore plus performant en termes d'algorithme de tree shaking. Donc le tree shaking, si je fais un dessin rapidement de qu'est-ce que c'est si jamais vous avez une fonction dans votre dossier, fonction add, qui prend A et B, et qui retourne quelque chose, et vous avez une autre fonction, div, qui prend A et B, et si jamais, donc vous les exportez, toutes les deux fonctions, si jamais dans un autre fichier vous importez que add, et dans le bundle généré, il va enlever tout le code de la fonction div, il n'est pas utilisé, donc pourquoi le mettre dans le bundle de votre fonction?
Donc ça c'est le tree checking, et Rollup c'est justement optimisé pour faire cette opération de tree checking. Donc enlever tout le code qui va vous prendre du temps à être parsé, à être interprété par votre navigateur. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller dans le repo au-dessus, et je vais... donc ça c'est mon repo où je mets tous mes trucs que je teste. Je teste un truc, donc il y a 150, 300 fichiers, 300 fichiers. Je vais créer un projet TSDX, donc TSDX create, et on va l'appeler Dojobam. Donc là, il me propose directement, donc déjà il a une super belle interface, il me propose entre Basic et React. Donc si vous voulez rajouter à configure, par exemple vous voulez faire un plugin React natif que vous voulez publier sur le net, vous choisissez React. Et là il vous installe Jest, React DOM. Bon, React DOM on pourra le supprimer parce qu'on le remplacera par React Native. Il vous installe Husky pour les hooks, il vous installe Prettier. Et il vous installe TypeScript et TSM. Donc bon, ça met un petit peu de temps. Et il va vous créer une structure de fichiers où en fait il va vous outputter différents bundles pour différents usages. Vous, quand vous avez votre architecture de fichiers, vous avez plein de fichiers .ts, .tsx, etc. qui sont dans des dossiers différents. Vous, quand vous voulez bundler votre fichier, vous voulez en faire de tout ça, le faire passer dans un archive public et créer un seul fichier. Le problème de ça, c'est qu'il y a plein de formats différents. Le premier, c'est celui qui utilise Require. Require, c'est CommonJS. C'est ce qui est le plus supporté. C'était le seul truc qui était vraiment bien supporté dans Node il y a quelques temps. Maintenant, ils ont rajouté aussi les nodes, ESM, les modules. Mais du coup, CommonJS, c'est vraiment le truc, il faut que vous l'ayez, parce que sinon, vous allez avoir des anciennes versions de Node, des anciennes versions de packages qui ne vont pas marcher parce que vous avez ça. Vous avez UMD. UMD, c'est quelque chose qui a été dessiné à la base pour les browsers. Donc, c'est quelque chose c'est une fonction auto-exécutée. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez mettre, vous mettez le lien vers votre fichier. Et lui, il est auto-capable de s'enregistrer. Dans le HTML, vous mettez un script source dans votre fichier JavaScript, et là, il est directement compréhensible pour votre browser. Il n'a pas besoin d'avoir Require, etc., qui sont des trucs qui n'existent pas sur le browser. Require, a priori, il n'y a personne qui l'a créé. Et maintenant, vous avez les modules avec ECMASys, vous avez des fichiers pour les modules ES, et donc le fichier .esm. Et celui-là, le gros avantage, c'est qu'il utilise la syntaxe import, et du coup, il permet que si vous dépendez de ce fichier ESM et que vous importez que la fonction add, vous n'allez pas charger tout le CommonJS, vous allez juste charger la fonction hash. Donc il permet de tree-checker aussi les dépendances que vous utilisez. Si jamais vous faites une énorme lib avec exemple, vous faites lodash, vous importez qu'une seule fonction. Si c'est une fonction CommonJS, vous aurez tout lodash. Si c'est une fonction ESM, vous aurez juste votre fonction que vous utilisez. Okay. Donc là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un dossier. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, comme ils me disent, cd dojo. Et vous voyez, il y a 3 commandes possibles. Donc déjà, avant tout ça, je vais ouvrir code. Ouvrir à côté. Et je vais un peu augmenter toute la taille de ça. Peut-être un peu moins. Et donc là, il me propose de faire yarn start. Donc yarn start. Lui, il va se mettre en watch. Et donc vous pouvez le lancer au début de votre projet et l'autocompile au fur et à mesure. Et il vous donne une question. Donc là, il a compilé successfully. Et là, donc vous allez avoir un dossier dist avec, comme je vous disais, des fichiers en ESM, des fichiers en CommonJS. Vous pouvez aussi rajouter dans la config qui vous génère des fichiers en UMD. Et il vous génère à chaque fois pour les fichiers CommonJS, il vous génère 2 types de fichiers. Un fichier développement et un fichier production. Et du coup, ici dans le index, à la racine, par défaut, si jamais vous n'allez pas chercher les fichiers ESM, il check si le process node env est production. Dans ce cas, il vous charge le fichier de production. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de React, vous n'allez pas avoir les warnings, mais ça va être plus performant. Et dans le cadre de pas React, vous allez avoir les warnings, etc. Et par contre, ça va prendre plus de temps. Donc ça, il va déjà tout automatiser. Et les fichiers ESM, donc là, comme vous voyez, à l'intérieur de ces fichiers production, déjà production, il est minifié. Et puis, il fait du require partout, de React, export, parce que bon, il y a un fichier qui a déjà été créé, mais il vous a tout minifié. Or que dans les fichiers développement, il n'est pas minifié, et potentiellement, si jamais j'avais un warning ou un console log, etc., il serait présent dans le fichier développement, il serait présent dans le fichier production.
Ok. Et du coup, il n'y a pas 50 000 trucs à dire, mais du coup, à quoi ça ressemble? Là, ils ont créé un fichier source avec un index.tsx qui fait, qui dit the snowberries taste like snowberries. Voilà, donc ça c'est Jared Palmer qui fait des blagues. Mais du coup là, vous pouvez éditer en live, créer votre fichier et il vous aura généré tous ces projets, y compris aussi un index DTS où il vous a extrait tous les types exprès pour que en fait, vous le consumiez en TypeScript, vous ayez déjà les types de votre package. Donc là, en quelques temps, vous avez ça. Et là, dans TSDX, il vous a mis Prettier, la config avec une config qui fait que si jamais je fais un commit et que c'est pas prétifié, il va bien me le prétifier. Et vous avez déjà un dossier de test qui est fait et du coup ça vous donne déjà la structure du dossier. Donc ça vous montre qu'en 5 minutes, peut-être un peu plus, en causant l'installation NPM du paquet initial, on est capable de rapidement générer un nouveau projet. Deux questions. Ouais. Je vois deux trucs dans ton VS Code. Ouais. Je sais pas si c'est lié à ça. La taille des packages, quand tu fais un import. Non, ça C'est lui qui fait ou c'est un config? Non, ça c'est ma config VS Code. Ouais, ça. Et l'autre check dans le package JSON qui fait checker si les versions sont à jour. Ça, c'est aussi ta config. Ouais, c'est aussi ma config. C'est un truc, je peux vous présenter en 2 les plugins. Mais en gros, là, ça me dit que tout est latest. Mais si par exemple, j'allais à TypeScript 3.3.2, il met peut-être un peu de temps à le mettre à jour. Mais en gros, il me proposerait directement d'upgrade. Donc, comme ça, quand je regarde mon package JSON, je sais qu'est-ce qui va à jour. Mais rien ne vaut sur ça Yarn Upgrade Interactive. Je sais pas si vous connaissez. Je vous montre ça en 2.2 et on va terminer sur ça. Ça, c'est un bon pour kayaker parce que c'est tellement dans rouge, t'as le truc qui est sympa. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question sur. Tu sais comment lui dire qu'il t'upgrade la version dans ton package.json aussi? Quand tu fais upgrade interactive? Mais il t'upgrade la version de ton package.json. Ah bon. En fait, il faut lui dire tirer les tests parce que sinon il va se baser sur ce que tu as dit dans ton package.json. Quand tu lui dis tirer les tests, il se base sur NPM. Et du coup, une fois que tu as fait ça, bon là j'ai pas dû mettre TypeScript à jour, je vais lui mettre je vais le mettre comme ça et donc je refais un yarn pour qu'il m'installe bien la 3.3.2. Peut-être que ça l'a déjà fait. Elle ne doit pas exister la 3.3.2. C'est l'enfer. Peu importe. Il y a 3-4 ans. Allez, je vais mettre 3.3. Ah oui, c'est là. C'est celle qu'on avait sur Mythic. Il n'y a que des 3. Et du coup, si je mets. Il y a un upgrade interactive les tests. Ah, mais oui, mais je ne l'ai pas changé dans le package.json. Donc ici 3.3.333, je crois, non? Ouais. Allez. Et maintenant, je vais faire un yarn. Il est mignon. Alors qu'il a déjà installé. Hein, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Les commandes de yarn, elles vérifient que ton yarn.loc il est à jour avec ton package.json. Donc quand tu fais des changements comme ça, il n'y a pas trop longtemps. Là, si je fais interactive-latest, je vais avoir une liste de toutes mes dépendances qui ne sont pas à jour qui me dit voilà, j'ai cette dépendance, j'ai celle-là. Le code couleur il change en fonction de si vous manque une mineure, une majeure, etc. Et vous pouvez genre juste faire espace pour sectionner, entrer et vous êtes à jour. Et là ça vous change aussi dans votre package.json que j'ai fait tirer. C'est du coup, il va que dans les endroits. Si tu fais pas le tirer les tests, il ne le change pas, mais si tu fais tirer les tests, si je regarde dans mon yarn.loc, normalement il devrait être à jour 3.5.2. Ouais. Ok. Et si vous avez un caret avant, il vous garde le caret. Si vous n'avez pas de caret, il vous garde pas le caret. Donc c'est assez pratique, c'est bien. Ok. Ok, bon bah.